Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Ça va? Tout Bonjour. va bien? Alhamdoulilah. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Ça va? Omar Mzian? كل شيء Tout va مزيان. bien? Ça marche? Très bien. Alors voilà, donc aujourd'hui, je vais vous donner la solution de l'exercice que nous avons déjà préparé ensemble la dernière fois. Et je vais vous montrer une méthode que j'ai utilisée pour pouvoir calculer le pH de chaque disons, débit de crue. Voilà, vous rappelez que j'ai fait ça sur AutoCAD. Alors, les données sont là, j'ai 9 points et ensuite j'ai des altitudes pour chaque point. Profil en long. Le profil en long, disons, selon l'axe de l'ouvrage, au niveau de la vallée, c'est une vallée avec une rivière qui coule dedans. Et j'ai donné un peu la pente longitudinale du lead web, c'est 4%. Ensuite, le coefficient de rugosité Manning-Strickler 25. Et pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai essayé d'utiliser AutoCAD pour pouvoir positionner mes points. Voilà, je serai vers Monsieur, AutoCAD. monsieur, واش عندنا لا كوريكسيون ديال هاد ليكزرسيس في لا بلاتفورم. Là, أنا غادي نصيفط لكم la correction. C'est-à-dire la correction plus la suite, ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc ça, غادي نحطو لكم في la plateforme. De toute manière, c'est pas un problème. Là. Alors, regardez là. Alors, est-ce que vous voyez ce que j'ai fait au niveau AutoCAD? Vous voyez le dessin? Oui, monsieur. Alors, regardez bien. J'ai essayé de faire des lignes horizontales qui passent par les points. Des lignes horizontales, disons, des lignes horizontales qui passent par les points. Ça veut dire qu'il y a une ligne qui va passer par 1, une ligne qui passe par 2, une ligne qui passe par 8, une ligne qui passe par 3, une ligne qui passe par 7, par 6, par 5. Alors, ce sont des lignes comme ça. Ouais. Ça veut dire, entre les lignes, là, c'est linéaire. Est-ce que vous voyez que c'est linéaire entre deux lignes? Est-ce que c'est linéaire ou pas? Hein? Est-ce que c'est linéaire entre deux lignes? Oui, monsieur. Oui. Voilà. Oui. Ce que j'ai fait, alors Monsieur, comment linéaire entre deux lignes? j'essaie de calculer, regardez bien, j'essaie de calculer avec AutoCAD, moi j'ai fait des cotations, etc. Donc j'essaie de calculer pour chaque disons, partie, là, je zoome au niveau du fond, vous voyez, il y a le bleu foncé et le bleu clair. Alors, je commence par le bleu foncé en bas, j'ai calculé la surface mouillée et le périmètre mouillé. C'est très simple, c'est une distance, voilà, de paroi, là, et de l'autre côté, ça c'est le périmètre mouillé, et la surface mouillée, c'est le triangle, c'est la surface du triangle. Lorsque je monte vers l'autre, je calcule la surface mouillée et le périmètre mouillé, bien sûr, avec celui du bas. C'est-à-dire c'est le premier élément plus le deuxième élément. C'est l'ensemble. Lorsque je monte vers le bleu, hein? Monsieur, le périmètre mouillé. Le périmètre mouillé. Les côtés كاملين ديال الترابيز. Non, regarde bien. Alors j'ai zoomé au niveau du point 4 et point 5. Vous les voyez bien? Alors, je vais m'intéresser tout d'abord au premier triangle. Vous voyez 5,93. Vous voyez 5,93, c'est une cotation que j'ai faite au niveau de la ligne du paroi. 5,93, vous la voyez?
Oui, monsieur. Monsieur Boussi. Et puis, 74,39. Alors, si vous faites la somme, ça c'est le périmètre mouillé du premier triangle, c'est-à-dire le premier bleu. Et puis 77, si vous regardez en haut, 77,09, si vous voulez, c'est la ligne horizontale. Mais je ne vais pas utiliser la ligne horizontale, ce que je vais utiliser, c'est la surface. La surface bleue, c'est la surface mouillée, et 5,93 plus 74,39, c'est le périmètre mouillé du premier élément. C'est clair? Ça, c'est le premier. Alors, si je monte maintenant vers 6, si je monte vers 6, pour pouvoir calculer la surface mouillée et le périmètre mouillé, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais le cumul avec le premier. Est-ce que vous avez compris, monsieur? Oui, monsieur, bonjour. Oui. Ça veut dire que je vais prendre 25,61 qui concerne le trapèze, plus 5,93 qui concerne le triangle, d'un côté et de l'autre côté. Chaque fois, on fait le cumul. Oui. Parce que pour moi, je cherche le débit. Je cherche le débit qui passe par la formule de Manning, c'est clair. Donc, vous connaissez la formule de Manning, c'est K fois le périmètre, disons la surface mouillée, fois le périmètre mouillé à la puissance 2 tiers, c'est ça, 2 tiers, c'est ça, et fois la racine carrée de la pente, le rayon hydraulique, 2 tiers du rayon hydraulique. Voilà, donc ça c'est la formule, et puis je calcule chaque fois, au niveau de, regardez, au niveau d'AutoCAD, j'ai essayé de voir uniquement des informations ici. Surface mouillée, alors ce que vous voyez ici, ce n'est pas le périmètre mouillé. Le PMA, si vous voulez, c'est le plan d'eau. Là, c'est le plan d'eau, parce que j'aurais besoin de ce plan d'eau pour faire des calculs. Mais je pourrais faire la surface mouillée en calculant la surface et le périmètre mouillé en faisant une polyline et faire la somme. Alors, si vous avez bien compris ça, je reviens à mes calculs, je vais aller vers Excel. Et vous allez voir ce que j'ai fait au niveau d'Excel. Alors, au niveau d'Excel, j'ai essayé de calculer les débits. Alors, j'ai des hauteurs, là, H, c'est 5,19. 5,19, il provient de la différence d'altitude. Différence d'altitude. 5,19. C'est l'altitude du point, alors je vais regarder, c'est l'altitude du point 5 par rapport à 4. C'est 5,19. Vous voyez la cotation? Est-ce que c'est visible chez vous? 5,19. Hein? Oui, monsieur, on le voit. Ça veut dire c'est la ligne, le plan d'eau du premier triangle. C'est la hauteur par rapport au fond de la vallée, au fond de la rivière, fil d'eau. C'est cette hauteur, 5,19. Le second, il va être le cumul, ça veut dire qu'il va être 27,59, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, avec des cumuls que si vous regardez un peu la cotation que j'ai fait ici au niveau de l'extrémité de mon... Oui. On fait la somme, monsieur, non? Oui, le cumul, c'est la somme de... Alors, cette cotation qui est là, partielle, on fait la somme. Chaque fois, la somme à partir du fond du canal. Fond de la rivière, vous faites le cumul. Et finalement, vous êtes en haut, au point 1 et point 9, la hauteur, la profondeur maximale de votre vallée, c'est 129,94. Alors, est-ce que vous avez compris? C'est clair? Oui, monsieur. Alors, je reviens, regardez bien, vous voyez là au niveau d'Excel. Au niveau d'Excel, j'attends, voilà. Au niveau d'Excel, essayez de regarder là. Il y a la colonne H. Ah bon, le tableau, vous voyez, là, il m'a permis bien sûr de calculer les débits. C'est pour faire les débits. Et là, j'ai essayé de vous donner le résultat. Résultat de débit.
Ça veut dire, si je suis pour le premier triangle à une hauteur de 5,19, j'ai un débit de 1837 mètres cubes par seconde. Lorsque je monte vers l'autre trapèze plus triangle, j'ai une hauteur de 27,59. Il me donne un débit de 81 388 mètres cubes par seconde. Et ainsi de suite. Et à la fin, à une hauteur de 129 mètres,94, ça veut dire que je suis au niveau haut de ma vallée, et donc un débit de 2 306 097. Est-ce que vous avez compris ce travail à partir de AutoCAD et Excel? C'est clair? Très bien. Ensuite, j'ai tracé une courbe. Alors, vous voyez la courbe? Est-ce que vous voyez la courbe? Oui, monsieur, on le voit. Alors, la courbe, regardez bien. La courbe, j'ai essayé de prendre les profondeurs qui sont déjà figées. Alors, vous voyez 5,19, une profondeur, une autre profondeur 27,59 et la dernière profondeur 129. C'est pour mes 9 points, hein, pour mes, disons, pas mes 9 points. J'ai en principe 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 5 éléments. Hein, les 5 éléments. 6 éléments, plutôt 7, parce que le triangle, c'est 7 éléments que j'ai fait avec des couleurs différentes. Ah, bon, le bleu et le bleu foncé. Et pour chaque point, il y a un débit. Vous le voyez dans le tableau, là. Alors, à votre avis, par exemple, si je suis entre la profondeur 0 et 5,19, est-ce que je suis linéaire ou pas linéaire? Est-ce que je suis linéaire entre 0, profondeur égale 0 et profondeur 5,19? Oui, monsieur. Linéaire? Est-ce que je suis... le débit va varier en fonction de H? C'est linéaire. Hein? C'est linéaire, monsieur. Je réponds. Linéaire. Alors, entre 5 et 27,59, est-ce qu'il est linéaire? Oui, monsieur. Alors, entre 88,87 et 129. C'est le dernier segment. Est-ce qu'il est linéaire? Ça veut dire j'ai des choses qui sont linéaires. Et d'ailleurs, on voit au niveau des trapèzes, on les voit si linéaires. Si linéaires vers la droite, vers la gauche, ce sont des traits. Il n'y a pas de courbe, il n'y a rien. Alors, puisque c'est linéaire, alors je vais essayer de confectionner une formule qui me permet de, lorsque je place mon débit de crue, il va essayer de calculer entre deux points l'interpolation, la règle de trop. Il va utiliser la règle de trop. Parce que c'est une interpolation linéaire. Alors, ce que vous voyez en bas ici, là, c'est un tableau que j'ai confectionné avec des formules. C'est simplement des formules d'équation de la droite, ça veut dire si linéaire. Lorsque je pose la partie, disons, verte, la cellule verte, je vais mettre, alors donnez-moi un débit de flux. Vous voulez 700 par exemple? Oui, monsieur. Je mettrai 700. Regardez, 700. Alors, 700 000, voilà, regardez bien. Vous voyez le pH, combien? 71,04. 71,04. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu 700 000, il s'est placé, regardez bien, il s'est placé entre 40, disons, entre 307 000 mètres cubes et 897 000 mètres cubes. Vous voyez les deux? Vous les voyez dans CI? Il s'est placé entre les deux. Il a fait une interpolation pour avoir les 700 000, donc il me donne un PHE de 700 000, il est venu là, au niveau de la courbe, entre 49
la profondeur 49 et la profondeur 81, et puis il a interpolé pour trouver 71,04. Alors je vais changer. Alors je vais mettons 100 mètres cubes. Hein. Regardez. À votre avis, 100 mètres cubes, il va être où? Le H, il va être où? Entre 0 et 5. Monsieur, entre 32 et 49. Pourquoi entre 32 et 49? Entre 0 et 5. 49. 0,49. Comment? Entre 0 et 5. Entre 0 et 49, je crois. 0 et Pourquoi 5. 49? 0 et 49. Et 49. Qu'est-ce que c'est 49 pour vous? Comment vous avez trouvé les 49? Parce que là, au niveau de la formule là, j'ai un petit problème, mais quand même je vais essayer de dépasser, parce que là j'ai utilisé une formule de triangle dont il utilise certainement une valeur que j'ai ratée peut-être. Alors là je vais prendre, regardez, je vais prendre, alors là j'ai 81 000, je vais mettre 100 000. Normalement 100 000, il doit être, pas 100 000, 2000. Je vais mettre 2000. Regardez bien. 2000, il va être en quoi? Entre quoi et quoi? 2000. Entre 5,19 et 27,59. Alors voilà. 0 et 5, monsieur. Exactement. Là, regardez bien. 2000, il va être entre 5,19. Si vous regardez le H, mon PHE, il va être entre 5, 19 et 27, 59. Alors, 2000, il va aller vers le 5,19, ça veut dire 5,24. Vous avez compris? Oui, monsieur. Monsieur, mais 100 000 va être entre 32 et 49. Alors, je vais mettre 100 000. Mais non, là, j'ai travaillé avec 100 mètres cubes. 100 000. Alors maintenant, si je mettrais 100 000, voilà, je vais reprendre 100 000, là. 100 000, 100, 1, 2, 3. Alors, 100 000, c'est vrai. Donc, 100 000 entre 32, 13 et 49, 60. Donc, c'est 32,53. Alors, regardez bien. Je vais essayer de prendre une valeur exacte. Je mettrai égal, là, au niveau de ma cellule, égal un débit que je connais. Alors, je vais mettre le débit, voilà, c'est 1 072 000. Alors, si je clique là, 1 072 000, j'utilise 1 060 000. Je fais entrer, regardez combien il me donne de hauteur, regardez la hauteur. 7,09. C'est pas 7, monsieur. C'est 88,97. Regardez le H. Le H, c'est la même chose. C'est la même chose. Si je prendrai 2 306 000, etc., il va me donner les H. Entre les deux, il va faire une interpolation. C'est qu'on peut... Est-ce que vous avez un peu assimilé ce système-là? Oui, monsieur. Parce que l'objectif ici, c'est quoi? C'est que vous aurez pas une fois vous avez calculé le débit de crue, vous devez placer votre pH. C'est ça. Dans tout ça, c'est la profondeur du lead well, du fil d'eau, jusqu'à la ligne du plus haut de zone. Bon. Alors, vous utilisez la méthode graphique, vous utilisez la valeur cible. Attention ici, la valeur cible, il faut disposer d'une formule complète. Il ne faut pas qu'elle soit uniquement par section. Si vous avez une valeur, disons une formule complète, à ce moment-là, c'est possible d'utiliser la valeur cible. Et si vous n'avez pas la formule complète, impossible d'utiliser la valeur cible. C'est bon? Ou bien la méthode graphique. Vous allez prendre des poids et vous allez calculer des débits correspondants. Vous le faites même au niveau d'Excel. Et après, vous tracez une courbe et vous allez venir au niveau de votre courbe et vous tracez le débit. Vous allez marquer le débit, puis vous allez intercepter la ligne et vous descendez pour lire le pH. C'est clair? Oui, monsieur. Si c'est clair, alors voilà, bon, très bien. Alors,
Voilà, donc là je donne les solutions dans la diapo qui est projetée maintenant. C'est alors ce que j'ai utilisé, c'est les H, 5,19, 27, etc. jusqu'à 129. Après les débits correspondants, pour chaque hauteur, chaque profondeur, j'ai un débit de capable, disons, un débit de cru capable. Et après, j'ai fait l'interpolation. À l'interpolation, je l'ai faite, disons, avec des formules au niveau d'Excel. Alors, selon l'interpolation, les PHE pour les différents débits de crue, alors j'ai pris là des éléments. Hein. Pour un débit de crue de 700 000 m3 par seconde, le PHE égale 71,04. Pour un débit de 1 million de mètres cubes, le PHE égale 85,93. Et pour un débit de 300 000, le débit égale 49,08 mètres. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Pas de problème? Oui, monsieur. Merci. Bien. Alors, regardez. Le PHE que nous avons calculé, c'est ce qu'on appelle un PHE sans ouvrage. Il n'y a pas d'ouvrage. Ça veut dire que c'est le PHE avec la vallée qui est vierge. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Mais le PHE que nous allons utiliser chez nous, pour s'appuyer sur la position du pont et puis la hauteur, etc., on doit tenir compte de la présence de l'ouvrage. Présence de l'ouvrage. Alors, c'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Là, regardez bien la diapo suivante. La diapo suivante, le PHE qui a été calculé sans ouvrage, il va être plus bas, à un niveau plus bas que ce que vous voyez avec la présence d'ouvrage. Alors, dites-moi pourquoi il y a une surélévation d'eau vers le haut. Pourquoi? Ça, vous le comprenez. Pourquoi? Pourquoi le PHE sans ouvrage n'est pas la même chose que si vous mettez des piles et des appuis et des culées qui touchent la partie. Le fait كنزيدو un volume ديال سميتو ديال les appuis وداك الشيء. Vous connaissez le poussée d'Archimède. Oui, c'est ça, monsieur. Bon. Si vous prenez un seau vide, un seau où il est plein d'eau par exemple, ou même à moitié, s'il n'y a pas d'objet dedans, vous aurez la moitié. Maintenant, vous allez prendre une bouteille et vous allez enfoncer à l'intérieur de l'eau. Alors le niveau, qu'est-ce qu'il va faire? Le niveau, il va augmenter, monsieur. Il va augmenter le volume c'est-à-dire le volume qui est submergé, c'est le volume qui va déplacer vers le haut. Ce qu'on appelle le poids du volume déplacé. Alors, là, il parle de volume avec Archimède, mais chez nous, là, on va parler de remous. Les remous, ça veut dire c'est surfacique, ça veut dire c'est une hauteur augmentation d'eau en surface, simplement. En surface. Au niveau du pont, l'eau, au lieu de venir avec un certain niveau, lorsqu'il va trouver des obstacles, il va commencer à remonter, et c'est ce qu'on appelle les remous. Les remous d'écoulement. C'est ça les remous. Alors, pour pouvoir tenir compte de ces remous-là, on va les calculer. Alors, comment on fera pour le calcul? Simplement, vous allez calculer sans ouvrage, PHE1, par exemple, l'initial, sans ouvrage, et ensuite, vous allez mesurer les surfaces submergées. Toutes les surfaces que vous allez submerger, vous allez les mesurer. Et c'est ce qu'on appelle, regardez bien, ce qu'on appelle les superficielles. Ce sont les surfaces qui vont rester. Surfaces qui vont rester, débouchés superficiels, et les débouchés linéaires, ce sont disons, la ligne libre d'eau qui va rester. Ça s'appelle la débouchée linéaire. Débouchée linéaire. DL1, DL2, DL3. Répétez l'explication des débouchés linéaires. Débouchée linéaire, ça veut dire c'est la ligne libre d'eau. Alors la débouchée linéaire, c'est le total des débouchés partiels.
Parce que si vous voulez avoir la ligne horizontale, c'est la longueur. Là, moi, je parle de longueur, ça c'est linéaire. Donc, la longueur horizontale ici, ça va être DL1 plus DL2 plus DL3. Ça va déboucher linéaire. Le débouché surface X, c'est ce que vous voyez, les surfaces en bleu. Tout ce qui est surface en bleu, c'est DS1, DS2, DS3. Et là, c'est qu'il faut que la somme des DS1, DS2, DS3, il faut qu'ils correspondent au périmètre mouillé de calcul d'ouvrage. Il faut qu'ils correspondent. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Ah, c'est bon? Oui, monsieur. Autrement dit, regardez bien. Vous allez calculer le PHE sans ouvrage. Après, vous allez mesurer les surfaces qui vont remplacer l'eau. Ça veut dire qu'ils vont être submergés dans l'eau. Vous allez mesurer les surfaces. Et la somme des surfaces que vous allez trouver, toutes les surfaces qui vont toucher l'eau, il faut les mesurer. Et puis, vous allez diviser par la somme des DLI. La somme des DLI. C'est-à-dire le débouché linéaire. Vous allez diviser ça par le débouché linéaire. Il va vous donner une épaisseur. Une épaisseur. Et cette épaisseur que vous allez rajouter à le PHE que vous avez calculé sans ouvrage. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est clair. Voilà. C'est comme ça qu'on fait le PHE final. C'est le PHE sur lequel on doit se baser pour, disons, calculer le tirant d'air. Monsieur le DS, le DSI, la surface كاملة ديك la surface كاملة الزرقاء. Parce qu'il y a plusieurs, parce que vous allez calculer ça, monsieur. Alors, comment vous allez le calculer? Vous allez calculer... Ah, vous allez le calculer soit par AutoCAD, on peut le calculer par AutoCAD, soit on le calcule par des triangles, des trapèzes, mais ce qui est important, c'est déjà vous avez calculé HE au départ, il n'y a pas d'ouvrage, et ensuite vous allez essayer de retrancher pour pouvoir calculer les surfaces. Maintenant, vous allez parler du surface. Les surfaces qui sont submergées dans l'eau. C'est les calculs de surface submergées. Et ces surfaces-là que vous allez rajouter par la suite pour faire augmenter votre hauteur. Alors, la surface, je dis bien, la surface que vous allez, la somme des surfaces submergées, et les diviser par quoi? Par la somme des DLI. Parce que vous n'allez pas prendre le linéaire, vous allez prendre uniquement les sommes des linéaires partiels. C'est clair? C'est bon? Pas de problème? Donc la somme des DSI elle est DLI, monsieur. Non, DSI, non. DSI, vous n'allez pas les calculer, monsieur. Vous n'allez pas les calculer. Si vous ici, si vous voulez, c'est le résultat. Une fois que vous avez figé votre PHE vrai, il va vous donner les DSI. Est-ce que vous avez compris, monsieur? les dimensions de piles. Voilà, les éléments submergés, les éléments qui ont essayé de remplacer l'eau. Les surfaces, vous allez mesurer les surfaces. Et la somme de ces surfaces-là, vous les divisez par la somme des DLI. Parce que les DLI, ils ont une relation avec ces surfaces. Sur la surface des côtés des piles كلهم. Surface? La surface, monsieur. Non, la partie submergée, monsieur. La surface de la pile submergée. Ouais, submergée. Ouais, monsieur. Là, il va remplacer le lot. Ah? Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Qu'est-ce que vous dites? Monsieur, Oui. moi j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Monsieur, c'est الآخر اللي قلتي. Alors, je vais aller rapidement vers l'AutoCAD et je vais vous faire
quelque chose, disons, de pratique. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, regardez là. Là, j'ai, supposons, alors on va essayer de faire des choses très simples. Là. Supposons, regardez bien, supposons que j'ai cette vallée, c'est la même vallée que... Alors, vous voyez un peu l'AutoCAD? Est-ce que c'est visible? Vous voyez là? Oui, Oui, monsieur. Est-ce que vous monsieur, voyez la oui. vallée? Vous voyez la Oui. vallée? Oui. Alors, supposons, Oui, monsieur. regardez bien, supposons qu'on a un PHE, alors je ferai ça horizontalement, là, un PHE qui vient ici, regardez bien. Supposons que notre PHE est là. C'est bon? Vous voyez le PHE là? Oui. J'ai Oui, le PHE. monsieur. Très bien. Alors, ce PHE là, il est là, hein, il est là. Alors, je vais mesurer sa longueur, je vais faire une cotation pour mesurer sa longueur. Là, c'est ce qu'on appelle débouché linéaire. Alors, je vais mettre ici. 273,56. C'est ça? C'est la longueur linéaire. C'est bon? Est-ce que vous avez vu? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Très bien. Alors ça, c'est le PHE que j'ai calculé sans ouvrage. Maintenant, avec mon ouvrage, voilà, je vais construire une pile. Une seule pile simplement pour... Alors la pile, il va venir, bien sûr, à partir du haut, là. Et puis, il va descendre jusqu'aux fondations. Alors là, c'est ma pile. Vous voyez la pile? Est-ce que vous Oui, voyez la pile? monsieur. Oui. Oui. Bien. Alors, je vais maintenant calculer. Alors, je vais mettre des cotations. Regardez bien. Supposons que j'ai uniquement la pile qui touche l'eau. Submergée. Le reste, même les culées, ils vont être à l'extérieur. Alors, moi, je fais un exemple très simple. Alors, regardez bien. Je vais déjà faire la cotation au niveau de DLA. C'est débouché, le premier débouché. D'accord? Deuxième débouché, c'est l'autre partie. Elle est là. Donc, regardez, j'ai 107,8 d'un côté, de l'autre côté, j'ai 156,97. Et entre les deux, j'ai la différence. Alors, si vous faites la différence, 273,56, vous retranchez 107,8 et vous allez retrancher 156,97. Vous allez trouver l'épaisseur de votre pile. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer la surface. Alors, je vais le calculer avec un rectangle là, une polyline. Monsieur, Et je واش لا vais سيرفاس dire la pile. Je calcule la surface de la pile qui est submergée. Alors, je vais regarder bien. Je vais passer ici. Là, j'essaie de faire le contour à partir du PHE jusqu'au sol, jusqu'au lead web. Pas vers le bas. Je reste au niveau de lead web. Je remonte et je fais... Alors là, alors je vais essayer de faire les hachures ici. Donc c'est bon. Vous voyez la partie hachurée? Bien, bon, voilà, on va faire des hachures. Oui. En ce moment, la couleur du calque. Ça, c'est les hachures. Ah, voilà, bon, ça j'ai fait des couleurs. Je peux même faire une couleur. Ah, je vais prendre une couleur. Un peu.
Maintenant, vous voyez la partie submergée. Est-ce que vous voyez la partie submergée? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, je vais calculer par AutoCAD, disons, calculer la surface. Je calcule la surface. Alors, je fais le contour, c'est-à-dire je sélectionne le contour et je fais liste, j'écris liste, L-I-S-T-E, liste, sur AutoCAD, en fait, il va me donner une surface, l'air. Alors, l'air de ça, c'est 696,0338. Alors, je les copie de la liste. Voilà. Et puis, je reviens ici, et je le colle juste à côté, là. Voilà. L'air, vous voyez l'air? Oui, monsieur. 696,03. 696,0338. Oui. Bien. Alors, regardez bien. Je vais quand même faire une petite dimension pour ne pas aller... Voilà. C'est la cotation entre ça et ça. Alors, ça va être linéaire comme ça. Linéaire entre ça et ça. Alors, regardez bien. La cotation de l'épaisseur de ma pile, elle est de 8 mètres. Bon, ça, vous le prenez, hein, vous le prenez comme ça, même c'est trop large. Donc, 8 mètres 79. Supposons que ma pile, il fait 8 mètres 79. Alors, 8 mètres 79. Qu'est-ce qu'il me reste du boucher linéaire? Qu'est-ce qu'il reste? Il me reste, donc ça veut dire que je vais prendre soit 293,56 et je retranche 8,79. Ou bien je vais faire la somme des deux cotations extrêmes. Vous avez compris? Bon. Oui, monsieur. Alors, combien j'aurai du boucher linéaire? Si vous prenez 293,56 moins 8,79. Vous n'avez pas de calculatrice? Monsieur, 264,87. 200? 64,87. Alors 260. Alors je vais utiliser quand même l'Excel à côté ici. 264,77. Alors 264,77. Oui. 77. Ça, c'est débouché linéaire. La somme des... Alors ça, c'est sigma... Alors c'est la somme de quoi? Des DL. C'est bien ça. Débouché linéaire. DLI. C'est la somme des DL. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, monsieur. 273 moins 8,79. Voilà. Soit vous prenez 273,56, soit vous prenez 107,8 plus 156. Oui, là. Soit l'ensemble des deux. Voilà, parce que on Oui, monsieur. voudrait où il y a de l'eau, c'est tout. Où il y a de l'eau, d'accord? Alors, je vais prendre la surface ici. Combien la surface? S. Pile. C'est 8 vers. La surface. Non, la surface de la pile est égale à 600, regardez bien, est égale à 696, c'est ça? 696,03. On va aller avec les chiffres après la virgule. Bon, simplement. Alors voilà. Alors là, si vous voulez, c'est la surface de ma pile. Alors, cette surface de ma pile, je vais la diviser par la somme DLI. Je ne vais pas, disons, la diviser par mon linéaire 273, mais par ce qui reste. Parce que c'est là où on va monter vers le haut. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est 2,62. Alors, regardez bien, je vais faire la division, voilà, égale. Donc, c'est
la surface que j'ai divisée par, voilà. Alors c'est 3. 2,62, 2,63. C'est bon? Ça veut dire, je vais prendre là, exactement, Je prends PH plus je vais 2. prendre cette ligne là, et je vais la décaler vers le haut, voilà, décaler, et puis je mettrai la valeur de décalage, disons le décalé par 2,63, je dirais 63, 2,63, entrée. Et puis, regardez bien, je monte vers le haut. Alors, mon vrai PHE, ça va être ça. Alors, je vais le mettre en bleu. Une couleur. C'est-à-dire la présence de l'appui, il va permettre une augmentation, c'est ce qu'on appelle le remous. Le remous, c'est cette augmentation de 2,60. Une augmentation vers le haut, est-ce que vous avez compris? De 2,63. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, c'est en principe, c'est comme ça qu'on doit raisonner pour comprendre. Alors, 2,63, c'est pas un chiffre correct parce que l'épaisseur que j'ai, disons, soi-disant que j'ai plusieurs piles, hein, soi-disant que j'ai... Oui. Oui. Monsieur, il a كانوا plusieurs piles, غنديروا la somme ديال la surface ديال les piles كاملين و Exactement. غادي نديفيزيوها مسيو على les DLI, la somme des lumière. Si vous avez plusieurs piles, vous allez prendre les surfaces de toutes les piles, d'accord? Submergées. Moi, je ne parle pas de la surface qui reste vers le haut, ni de la surface qui s'enfonce dans le sol. Non, je ne parle pas de ces surfaces. Parce que ces surfaces-là, ils ne vont pas perturber la circulation, disons l'écoulement. Et ce qui perturbe l'écoulement, c'est ce qui est, disons, exposé à l'écoulement d'eau. Alors, vous allez faire la somme des surfaces, d'accord? Et puis ensuite, vous devez placer les DLI, ça veut dire les débouchés linéaires, c'est-à-dire entre piles, des distances. Vous faites la somme des... Sinon, vous allez prendre des débouchés linéaires sans ouvrage et vous retranchez les épaisseurs des piles. C'est la même chose. Et vous divisez ça par donc la surface des piles, vous les divisez par la somme des débouchés, voilà, linéaires, ils vont vous donner une hauteur. Et cette hauteur que vous allez rajouter pour dire ça, c'est le vrai pH. C'est clair? Oui, monsieur, oui, c'est clair. Très bien. Alors, voilà, je reviens à mon diapo là. Alors, maintenant, je vais passer à une autre vision de la longueur du pont. Et tout en exploitant les résultats de calcul hydrologique et hydraulique, vous allez décider sur la longueur de votre pont. Et vous savez qu'une vallée où il y a des écoulements, il dispose toujours de deux lits. Il y a le lit mineur, lit, où il y a les écoulements normaux. Au courant de l'année, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien, il y a un écoulement, c'est l'eau qui va prendre, disons, le lit de l'ouest, c'est ce qu'on appelle le lit mineur. Et puis il y a le lit majeur lorsqu'il y a des fortes précipitations, il y a des grandes crues, et c'est l'ouest qui va déborder sur d'autres espaces, mais toujours dans la vallée. Est-ce que vous avez compris ce type-là? Lit mineur, Oui, lit majeur. D'ailleurs, au niveau de certaines oueds telles que Morbea, par exemple, Morbea, Ibourgreg, etc., il y a des gens qui font de la culture, qui cultivent au niveau du lit majeur.
Il y a des fortes précipitations, c'est la crue qui va venir ravager leur agriculture. Vous avez compris? Oui, monsieur. Il y avait un incident au niveau de Ourika, je ne sais pas, dans les années 80 ou 79, 70, quelque chose comme ça. Il y a deux situations. Il y avait une dans les années 60 et une dans les années 80. Alors là, les gens, ils ont fait des campements, quand ils ont fait des campements, et puis il y a des gens qui ont construit des logements au niveau du lit majeur. Ils disent que l'eau n'arrive pas à eux. Et lorsqu'il y a une crue exceptionnelle, l'eau, il a dévasté, c'est-à-dire il a ravagé, il a démoli toutes les constructions qui sont dans le lit majeur. C'est clair. Maintenant, ce que vous allez retenir, si vous avez une vallée qui est encaissée, qu'est-ce que ça veut dire encaissée? Ça veut dire il y a un rapprochement entre le lit mineur et le lit majeur. Ça veut dire il y a la profondeur. Alors, le pont que vous allez choisir, vous le faites sur le lit mineur. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Oui, monsieur. Sur le lit mineur, c'est pas la peine d'aller faire votre pont la totalité majeure. D'accord? Lit mineur, vous allez protéger votre pont et puis vous allez travailler sur les hauteurs sans aucun problème. Maintenant, vous êtes dans des terrains, des vallées qui sont très vastes, telles que dans les zones sahariennes. Dans les zones sahariennes... Monsieur, pourquoi on va travailler sur le lit mineur, pas le majeur? Non, on va faire le pont. Je vais vous montrer des photos par la suite. Le pont, la longueur du pont, il faut qu'il soit économique. Et comme ça, vous allez profiter de la vallée. Et profiter, bien sûr, à économiser plus d'argent, etc. Par contre, si vous êtes dans des... Oui. Monsieur, la différence entre lit mineur et lit majeur, le lit majeur, ça veut dire c'est la vallée, c'est la partie extérieure là où il y a l'écoulement, mais toujours dans la vallée, Et s'il y a une crue, lorsqu'il y a une crue, c'est le lit majeur qui va être, disons, rempli d'eau. Est-ce que vous avez compris, mademoiselle? Le lit mineur, oui, ça veut dire c'est l'écoulement, disons, l'écoulement normaux, les écoulements normaux que vous voyez à l'été, que vous voyez lorsqu'il n'y a pas de pluie. C'est l'eau, il va prendre, par exemple, je ne sais pas, Oued el-Melh. Je ne sais pas si oui, vous connaissez Oued el-Melh. Alors vous, chaque jour, traverser le pont portugais de Oued el-Melh à l'entrée de Mohammedia. Donc, alors regardez, Oued el-Melh, il y a deux lits. Il y a le lit mineur et le lit... Lorsqu'il y a la pluie, vous voyez l'eau, où est-ce qu'il va aller? D'accord? Il va aller chercher le lit majeur. Mais lorsque c'est normal, vous voyez l'eau qui va descendre vers le bas. Il ne va pas rester vers la... C'est ça la différence entre le lit mineur et le lit majeur. D'accord? Et retenez bien qu'il y a des endroits où le lit mineur, disons l'oued, après une crue, il change le lit du mineur. Il change son lit mineur. Oui, c'est vrai, monsieur. Au lieu de passer à droite, habituellement, après une crue, il y a un changement dans le lit d'oued avec le chillage et tout ça. Et puis, le rétablissement au lit mineur devient un autre endroit, mais toujours dans la vallée, à l'intérieur de la vallée. Monsieur. Oui. Monsieur, il a qu'un radit de après. Est-ce que monsieur a dit le lit mineur ou à la longueur du pont? Voilà. Regardez bien. Moi, j'ai parlé des vallées, les ticonos très vastes. Lorsqu'il y a le lit mineur
il est trop petit par rapport au lit majeur, et puis vous n'avez pas de grandes profondeurs, vous allez prendre votre pont sur le lit majeur ici, dans les zones sahariennes. Et les zones sahariennes, on retrouve le changement de lit. Mais on ne trouve pas de changement de lit. Il passe, là où il passe, c'est l'augmentation de la hauteur d'eau simplement qui fait la différence entre la pluie et sans pluie. C'est clair? Bien, alors je vais vous montrer un pont pour lequel nous avons pris le lit. Voilà, bon, voilà. Alors, regardez ce pont-là. Alors, il a été dimensionné selon le lit mineur. Vous voyez le pont? Oui, monsieur. La on le longueur. voit. Hein? Oui, monsieur, on le voit. Alors, parce que le lit majeur, regardez, le lit majeur, il est proche du lit mineur. Hein? Lit majeur, il est proche de lit mineur. Et c'est pour cela qu'on va faire uniquement au niveau du lit mineur qu'on va faire notre travail. Des appuis, on va faire ce qu'on appelle des ouvrages de décharge. Alors, c'est ces ouvertures que vous voyez sous le remblai, à gauche et à droite. Alors, ce sont des ouvertures, ce sont des dallots, transversalement comme ça. Et si jamais il y a une flotte de l'eau qui vient en abondance, c'est-à-dire, et l'eau va aller se décharger à travers l'excédent d'eau, il va se décharger à partir de là. Alors ça, c'est une conception. Mais sachant que ce que vous voyez au marron, là, c'est le remblai, il faut le protéger. La protection doit se faire soit par des enrochements comme les jetés des mers. Vous voyez les jetés ou bien les rives de... La jetée. Vous connaissez la jetée? Non, monsieur. Alors les jetés Moulay Youssef par exemple, ça veut dire ce sont des entrées dans la mer pour faire une enceinte aux aéroports, disons au port. Pour faire l'enceinte au port, il faut mettre des murs, c'est ce qu'on appelle des ouvrages maritimes. Alors, la jetée, c'est quelque chose qu'on fait rentrer dans le... Et puis, on le protège avec des enrochements. On le protège avec des trapodes, avec des blocs, avec des enrochements, tout ce que vous voulez. Comme ça, pour casser les vagues et en même temps protéger les matériaux de remplissage, etc. Voilà, là, c'est un ouvrage où il y a pas une grande différence entre l'ouverture, le lit mineur, lit majeur. C'est pour cela qu'on dimensionne notre pont au niveau du lit mineur. Et d'ailleurs là, il ne change pas de lit, parce qu'il n'y a pas d'espace pour changer. Alors là, je vais vous montrer un autre. Regardez, un autre là, c'est zone plate ou saharienne. Le lit majeur, il est très important par rapport au lit mineur. Ça veut dire qu'il y a une grande différence. Et là, on n'a pas une assurance que l'oued reste dans ce même lit. Donc, il pourra changer de lit après une crue. C'est pour cela qu'on va faire notre pont sur la totalité du lit majeur. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Oui, monsieur. Alors attention, vous n'avez pas encore vu. Voilà. Maintenant, est-ce que vous voyez là la zone plate au Saharien? Oui. Plate parce qu'il y a le lit majeur, il est trop grand par rapport au lit mineur. Et puis on n'a pas d'assurance que après une pluie, après une crue, l'eau va monter à ce niveau-là. C'est pour cela qu'on va aller chercher les extrémités du lit majeur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Non, monsieur. Alors regardez, là nous allons vers un autre type de pont. C'est ce qu'on appelle pont à encorbellement successif. Pont à encorbellement successif.
Alors, lors des premières séances, je vous ai parlé de la classification des pans et on a parlé de pans à encorbellement successif. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aller vers le prédimensionnement du voussoir. Voussoir, ce sont les éléments qui constituent un pan à encorbellement successif. Dans l'image ici, vous avez une photo qui vous donne un cas réel. Vous avez des appuis. Ensuite, vous avez un qui est constitué. Alors regardez là, au niveau de l'intrados, vous voyez la section, il est variable. À mi-travers, la section, il est petite. Au niveau des appuis, la section, elle est plus grande. Voilà. C'est ce qu'on appelle un pan à encorbellement successif. Maintenant, la construction. La construction d'un pan successif, vous allez commencer la construction à partir des piles. Et vous allez poser un voussoir. Alors, ça s'appelle des voussoirs. Là, les éléments que vous voyez ici, ce sont des voussoirs. Vous posez le voussoir sur l'appui, le premier voussoir sur l'appui, et en même temps, vous posez 2 à 2, à droite et à gauche, en même temps. Vous posez 2 voussoirs, un à gauche, un à droite, et vous les accrochez par des câbles. Et ainsi de suite. Vous passez l'autre élément, l'autre élément, l'autre élément. Là, vous faites un fléau. Un fléau, c'est quoi? Un fléau, ça veut dire c'est quelque chose qui va partir au niveau d'une pile vers la droite, vers la gauche. Il va rester en équilibre, comme ça, fléau. Vous allez faire ça, la même chose pour la deuxième pile, vous faites la même chose. Et au niveau de la jonction, vous mettez un voussoir de clavage. Un voussoir qui va fermer l'espace entre demi-fléau à gauche et demi-fléau à droite. Vous allez poser un voussoir. Bon, alors je vais un peu aller en détail au niveau de ça. Alors, ce que j'explique là, vous le voyez dans la diapo qui suit. En haut, il y a toujours un voussoir qui est grand sur la pile. Ensuite, des voussoirs qui vient compléter la travail, à droite et à gauche. Monsieur, ça existe à le tif le Maroc. Bien sûr. Bien sûr. Un voussoir, à encorbellement, ça existe. Mais où, je n'ai pas d'idée sur là où il existe, parce que là ce sont des types qu'on fait par grutage. Grutage, ce sont les grues qui viennent, qui posent les voussoirs. D'accord? Ce sont des grues qui viennent, qui posent. Alors, ils ressemblent à des pans arcs, mais quand même, mais ce sont des pans, regardez, vous n'allez pas trouver les portées, parce que là, les portées vont varier de 40, alors la portée, je parle d'une portée, la portée, ils vont varier de 40 jusqu'à 300 mètres, hein. Encorbellement, mais là, si vous voulez domaine d'utilisation correct, c'est de 80 à 150 mètres. Vous voulez faire des portées entre 80 mètres et 150 mètres, vous utilisez ce pan, il va être économique et bien. D'accord? Là, regardez bien, si jamais vous avez un pont avec 3 travées, regardez bien, 3 travées. Vous avez la culée C0 à gauche, la pile P1 et la pile P2, et ensuite la culée C3 vers la droite. Il y a ce qu'on appelle le balancement. Là, c'est le balancement entre les travées de rive et les travées centrales. Si vous avez des trucs à faire dans ce sens, vous allez utiliser la travée de rive. Il faut qu'il soit entre 0,5 à 0,7 fois la longueur de la travée centrale. Entre 0,7 et 0,5 L centrale.
vous aurez quelque chose de solide et de symétrique, parce que la symétrie, elle est toujours souhaitée. Donc, la construction ou la conception des ponts, il faut toujours un pont symétrique. Pourquoi? J'ai dit dans le cours, dans une séance de cours, j'ai dit que la symétrie, il va aider le pont à résister à quoi? Il résiste à quoi, si vous vous rappelez? Au tassement, monsieur. Au tassement. Non, pas tassement. En réalisation du pont. Non, Ça facilite la tâche. non, il résiste disons, au séisme. Au séisme. Ah, Elle résiste sur le plan sismique, c'est-à-dire elle résiste aux efforts dus au séisme, etc. La meilleure des choses, c'est de faire des choses symétriques. Parce que si jamais vous faites des choses asymétriques, ça veut dire non symétriques, le séisme peut agir d'un côté et puis il va trouver une fragilité de l'autre côté. Est-ce que vous avez compris? Non? Oui, monsieur. il n'y aura pas un équilibre. Alors, regardez bien. Il y a quelqu'un qui prend deux seaux avec deux mains. C'est-à-dire un seau à droite, un seau... Alors, supposons que ce monsieur-là essaye de faire une symétrie avec ce qu'il... C'est-à-dire, il essaie d'écarter un peu ses pieds, et puis il prend ça, essayez de le pousser. Est-ce que vous trouvez une résistance? Non, Est-ce monsieur. que vous trouvez une résistance? Ah? Non, Non, oui, monsieur, oui. non. Oui, Vous ne trouvez pas de résistance? il va trouver, monsieur, il va trouver C'est une la symétrie qui va vous donner cette résistance. Alors regardez bien. Maintenant, il va prendre son pied, un pied, il va le mettre, disons, vertical. Et l'autre pied, il le met, disons, un peu côté. Regardez bien. Alors, sans prendre les seaux, regardez bien. Si vous le poussez, regardez, si vous exercez une poussée de la partie, disons, le pied vertical vers l'autre pied vous trouvez une résistance, comme un mur de soutènement. Vous avez compris? Non? Non? Oui, monsieur. Alors maintenant, vous inversez la chose, c'est-à-dire vous essayez de le pousser. Est-ce que vous allez trouver une résistance? Non? Non, monsieur, non. Peut-être, vous n'avez pas, peut-être, je n'ai pas trop expliqué la chose. Hein? Oui, monsieur. Monsieur, on vous entend pas. S'il vous plaît. Moi, c'est parce que j'attends ce que vous réagissez. Bon, de toutes les manières, regardez, la symétrie, elle est toujours conseillée et c'est très très bien. Même au niveau des travées, hein. Les travées, il faut qu'ils soient symétriques d'une manière correcte et comme ça, vous n'aurez pas de problème, surtout au niveau disons, des chocs sismiques et du séisme. Monsieur, DIC 05 à 07, c'est pour calculer quoi? Non, ça c'est pour la portée simplement, pour faire une portée ici, parce que vous n'avez pas besoin de faire une autre pile et vous voulez vous arrêter au niveau de l'appui. Est-ce que vous avez compris? C'est 0,5, c'est ce qu'on appelle le balancement. Pour passer. Alors imaginez que vous avez fait là par exemple uniquement votre appui juste vers la gauche, de la pile. Ça n'a pas de sens. Ou bien vous allez faire une longueur ici de 2 fois L. Ça n'a pas de sens. Hein. Ça n'a pas de sens. Bon. Alors, je continue. Là, c'est le procédé. Alors, le procédé, regardez bien. Procédé, vous voyez là en bas,
vers le bas de la photo un voussoir. Là, ça s'appelle un voussoir. Ce sont les éléments qu'on va préfabriquer. Alors, ce sont des voussoirs en béton pré-contraint, préfabriqués et puis posés. Ils ne sont pas construits, les voussoirs ne sont pas construits sur place. Il faut les poser. Et puis, vous allez, une fois posés, vous allez faire l'assemblage. L'assemblage avec les autres. Béton préfabriqué, ça veut dire des éléments préfabriqués. Béton monsieur. Ah, On fait l'assemblage avec quoi? alors, l'assemblage va se faire avec des câbles, d'accord? Des câbles de la précontrainte. Parce que vous allez les tirer, hein? Vous allez les tirer, l'assemblage, la précontrainte. Alors, bon, j'ai expliqué la dernière fois comment on fait l'assemblage. Donc, si vous mettez un élément vers la gauche et un élément vers la droite, vous mettez des câbles qui vont aller de la droite vers la gauche pour retenir pour les accoler contre les parties qui sont réalisées. Chaque voussoir que vous posez, vous mettez les câbles. Chaque voussoir que vous mettez les câbles. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Et après, vous allez venir colmater les joints. Les joints, on va essayer de les colmater avec du béton. Hein. Les joints, il faut qu'ils soient solides. Hein. À la fin, vous aurez un seul élément. Bien. Maintenant, la pose. La pose se fait par soit des lanceurs ou des cintres mobiles qui déposent, soit par grutage, par des grues, hein, hein. Regardez, ce sont des grues, là, qui vient, ou bien des grues, je peux avoir deux grues. Une grue, il va travailler vers la droite, une grue, il va travailler vers la gauche, mais ils doivent travailler en même temps. Et chaque fois que vous faites l'élément, vous devez mettre des choses qui vont le retenir. Hein. Alors vous voyez au niveau de là, vous voyez comme des échafaudages, des trucs qui retient là. L'utilité de ce type de pont, c'est que vous n'aurez pas besoin de coffrage, ni d'échafaudage, ni de cintre fixe. Hein. Vous voyez? Dans la photo en bas à droite. C'est-à-dire, il est vide. Sur le pont, il est vide. Hein. Il y a la grue, hein, vous voyez, il y a une grue, voilà, qui remonte. La grue, il remonte de l'autre côté, et puis chaque grue va essayer de travailler. Et puis en bas, on ne s'intéresse même pas. Hein. On ne dégage même pas la terre végétale ici, eh bien pour faire passer des engins ou des trucs comme ça. Alors, c'est clair, c'est bon, pas de problème. Là j'ai dit, alors regardez là, c'est un pont à encorbellement, vous le voyez, un pont à encorbellement. Il existe des ponts comme ça au Maroc. Hein. Et on les appelle des ponts caissons, on dit des ponts caissons. Ce sont des ponts voussoirs. Mais parfois au Maroc, on peut les construire en un seul morceau, c'est-à-dire sur place, avec du coffrage. Mais lorsqu'on parle de voussoir, ce n'est pas coffrage, c'est la préfabrication et la précontrainte. Et quand même, ce sont des ponts qui ressemblent à ce qu'on est en train de dire. Vous les voyez. Bon, il y a des inconvénients, hein, il y a des inconvénients pour ces types de ponts. Hein? Bon, je ne vais pas trop parler sur les inconvénients, et puis il y a des problèmes d'esthétique, etc. Bon, ça l'ensemble des ouvrages de génie civil, il y a toujours des avantages, il y a toujours des inconvénients. Et on fait la balance, c'est-à-dire on essaiera de prendre une décision. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on préfère? On préfère les avantages par rapport aux inconvénients, on retient le projet. Si on n'aime pas les inconvénients par rapport aux avantages, à ce moment-là, on refuse le projet. Bien, alors là, je vais passer au prédimensionnement disons, le prédimensionnement de voussoir.
C'est quoi un voussoir? Un voussoir, c'est un élément qui est préfabriqué. Et ensuite, il est transporté soit par des poutres transporteuses ou bien des lanceurs ou bien des grues. On les déposer. Voilà. Alors, un voussoir, coupe transversale. Vous voyez un trait au milieu qui descend. C'est un axe. Ça, c'est le milieu de transversal du voussoir. Et puis, vous voyez les caractéristiques, le B. Le B, c'est la largeur totale de votre voussoir. La largeur totale, B, c'est la largeur. Vous voulez faire une autoroute, vous allez faire une largeur de 20 mètres, par exemple, ou une largeur de je ne sais pas, de 18 mètres. Vous voulez faire une route, disons, l'aller-retour bidirectionnel, vous prenez 10 mètres, etc., etc. Une voie ferrée, vous n'avez pas besoin de 10 mètres, une voie avec une seule voie, par exemple, une voie ferrée, un seul rail, ça, vous allez prendre 6 mètres, largement suffisant. Mais regardez, B, c'est le choix du concepteur. C'est en fonction de l'utilisation de la voie portée. B. Le C, c'est la largeur de l'encorbellement, à gauche et à droite. L'encorbellement, c'est la partie qui sort en porte-à-faux. Là, c'est l'encorbellement. Le D, c'est l'ourdi. À tout ça s'appelle le ourdi supérieur, parce qu'il y a le ourdi supérieur et le ourdi, c'est la dalle supérieure, ça s'appelle le ourdi supérieur, et la dalle inférieure s'appelle le ourdi inférieur. Là. Alors regardez bien. Vous avez deux hauteurs. Il y a le HP et il y a le HC. Le HP, ça veut dire c'est la hauteur totale de votre voussoir au niveau de l'appui. Il faut qu'il soit plus haut. Disons une hauteur plus grande. Et le HC, c'est la hauteur de votre voussoir à mi-travée, au milieu de la travée. HC. Alors, essayez de vous rappeler de ça. Voilà, ce sont les hauteurs HP, HC. Après, il y a l'épaisseur. Regardez bien. E1. E1, c'est l'épaisseur à l'extrémité du console, c'est-à-dire de l'encorbellement. À l'extrémité de l'encorbellement. E1. E2, c'est l'épaisseur à la naissance de l'encorbellement, c'est-à-dire du début de l'encorbellement vers l'encastrement. Juste après le gousset. Juste après le gousset, c'est le système incliné comme ça pour renforcement de ce nœud-là, pour renforcer le E2. Le E3, c'est l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'ourdi, l'intérieur de l'ourdi au niveau du gousset. Le E4, c'est le milieu. C'est le milieu, l'épaisseur du milieu de votre ourdi supérieur, le E4. Ensuite, le EC, c'est l'épaisseur de l'ourdi à mi-travée, au milieu de la travée, EC. Et le EP, c'est l'épaisseur de l'ourdi inférieur sur appui. Parce qu'il y a le voussoir, il faut qu'il soit plus haut, c'est-à-dire il aura une grande hauteur au niveau de l'appui, mais une petite hauteur au niveau de la travée. Et entre les deux, ce sont des voussoirs qui vont venir, disons, d'une manière graduelle, avec des hauteurs qui varient. EC, HP, donc EC. Le EC, il va varier le EC jusqu'à ce qu'il arrive de HP jusqu'à EC. Qu'est-ce qui reste encore? Le EA. A majuscule A, c'est l'épaisseur de lame. Alors, c'est une poutre qui est inclinée, comme ça, c'est un voile qui est incliné. La même chose de l'autre côté, il est incliné. Alors, l'inclinaison là, c'est l'inclinaison toujours par rapport à la verticale. Tout à l'heure, on va voir le tableau de prédimensionnement, les éléments de prédimensionnement. Vous allez comprendre. Là, c'est verticalement, et il y aura cette inclinaison. Et puis le J, voilà, le J
ce sont des goussets inférieurs. Les goussets inférieurs, c'est pour assurer, disons, je dirais pas un encastrement, mais une solidarité entre l'ourdi et la poutre inclinée. Bon, la poutre, là, c'est tout ça, c'est un seul élément. Hein. Tout ça, c'est un seul élément. Bon, deux schémas ici, schéma au niveau de l'appui et l'autre schéma au niveau de la trave. Alors, ce que je vous demande, c'est de prendre photo, screen, vous faites le screen de ce schéma-là. Comme ça, lorsqu'on va parler des éléments de prédimensionnement, vous allez comprendre quoi on parle. C'est bon? Pas de questions? Monsieur, عندنا هاد الكورة monsieur. Ah, عندنا هاد الكورة monsieur. باش يكون فين عندك؟ لا بلاتفورم. هاد الكور هذا غادي نصيفط لكم حتى فين وقفنا غادي نعاود نصيفطو لكم في البلاتفورم. الحاجه اللي كان qu'on voit ensemble, j'essaierai de la faire sous PDF et puis je la dépose au niveau de la conversation. Parfait. Ok monsieur. Mais parce que je vais faire pas un exercice, ce sont uniquement, je vais vous montrer un peu des exemples de prédimensionnement. Alors c'est déjà c'est parce que alors regardez, j'irai très rapidement. On va utiliser par la suite ce qu'on appelle les types de garde-corps, parce que là nous allons en parler de ça, mais j'aimerais bien vous les montrer avant de les entamer. Alors vous voyez les barrières qu'on met, ou bien le garde-corps qu'on met sur un pont à encorbellement. Soit on va mettre un garde-corps pour les piétons, vous le voyez, les schémas pour les piétons. Soit on met une barrière normale BN1, type 1, ou une barrière BN4, type 4. Alors, barrière BN1, ça veut dire c'est un socle en béton armé avec des scellements d'un dispositif métallique vers le haut. Ce sont des barres des tuyaux, barres métalliques, et des supports qui sont inclinés comme ça, qui vont retenir les véhicules. C'est ce qu'on appelle une barrière de retenue. Soit le BN4, une autre barrière qui vient juste sur le ourdi supérieur, l'extrémité du ourdi supérieur, on les fixe avec des scellements, voilà, on les fixe, mais tout ça c'est métallique. Alors le support métallique, et ensuite les barrières, c'est du métal. Là c'est un choc, s'il y a un choc, c'est une barrière qui peut retenir certains types de véhicules, mais le choc il peut déformer la barrière. Voilà. Là le choc, parce qu'il y a le choc déjà contre le béton, et ensuite si on touche la barrière, là donc le choc il va être, si vous voulez, rigide. Bon, après j'irai directement vers les éléments de prédimensionnement. Alors, vous vous rappelez de HP et AC, c'est la hauteur du voussoir au niveau de l'appui, HP, hauteur du voussoir au niveau de la travée, à mi-travée, c'est le plus petit, disons, la plus petite hauteur. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici, le prédimensionnement? Si la longueur, la portée, moi je pas, elle là c'est la portée, c'est pas un. Si la portée est inférieure à 70 mètres, vous allez prendre HP égale HC, c'est pas la peine de faire la différence. Et vous allez prendre le 1/20 de L. 1/20 de L. Ça veut dire 1/20 jusqu'à 1/25. Maintenant, si vous êtes supérieur à 70 mètres, vous allez prendre 1/16 pour HP jusqu'à 1/18 et pour HC 1/30 jusqu'à 1/35 avec un minimum de 2,20. Il ne faut pas être sous 2,20. C'est un minimum qu'on fait pour les HC. D'accord?
L'ourdi supérieur. L'ourdi supérieur, la largeur de l'encorbellement, ça veut dire C, la valeur de C. La valeur de C égale B, la largeur totale divisée par 4. C'est le 1 quart. Vous allez prendre le 1 quart. L'épaisseur de l'ourdi à l'extrémité E1. Alors, c'est 16 cm à 18 cm. S'il y a un garde-corps, je dis bien garde-corps, ça veut dire passage piéton, puis garde-corps pour les gens, pas pour les véhicules. S'il y a une barrière BN1, vous mettez 23 cm. S'il y a une barrière BN4, vous mettez 24 cm. Ça, c'est l'épaisseur de l'ourdi supérieur au niveau de l'encorbellement extrait. L'épaisseur de l'essence de l'encorbellement, le E2. Alors, le E2, vous allez prendre C divisé par 7 ou C divisé par 8. D'accord? Alors, le E3. E3, c'est l'intérieur, vers l'intérieur, juste après le gousset de l'ourdi supérieur. Alors, vous allez faire une formule là, égale à 0,10 plus D. Alors, D, si vous avez D, vous allez diviser par 4, vous allez prendre C à droite égale 1 quart, C à gauche 1 quart, il vous reste le D qui est égal à 1 demi. 1 demi. Donc, vous prenez le D divisé par 25. Mais vous faites la vérification avec ces conditions-là. Vous avez deux conditions. Il faut que E3 soit supérieur à E2 moins 0,10. Et E3 également soit supérieur à 1,5 E4. E4, nous allons le voir juste après. E4 égale à D sur 25. Ça veut dire c'est B sur 2, c'est la moitié de B, que vous divisez par 25. Jusqu'à 30. Vous la divisez entre 25 et 30. Avec un minimum de 20 cm. Un minimum de 20 cm. Si vous trouvez par exemple 15 cm, vous allez le fixer à 20 cm. Alors les lames, ce sont les poutres, les voiles qui sont inclinées, ce sont les poutres là. La lame. Il y a l'inclinaison. L'inclinaison, c'est 10%. À 30%, c'est la tangente de l'angle par rapport à la verticale. Vous allez prendre soit 0,01, tangente égale 0,1, ou bien tangente égale 0,3. Voilà. Et puis l'épaisseur de lame, l'épaisseur EA, égale L sur 275, 1,25 fois B, divisé par L. L, c'est la portée principale, et puis moins 0,125. Alors, ce sont des formules empiriques qui marchent et que les gens utilisent. L égale la portée principale. Et puis l'ourdi inférieur, ça veut dire ce sont les dalles inférieures, hein, bon, si on peut les appeler comme ça, dalles inférieures du voussoir, la partie inférieure. Si vous êtes en milieu de la travée, vous prenez entre 18 à 22 cm. Et si disons, vous avez une grande largeur de votre voussoir, vous allez prendre 25 cm. Au lieu que ce soit 18 à 22, vous prenez 25. Avec une condition, EA, il faut qu'il soit, disons, le EC, il faut qu'il soit supérieur, le 1/3 de EA. Il faut qu'il soit supérieur au 1/3 de l'épaisseur de la poutre, enfin de la poutre inclinée. Et puis l'épaisseur de EP, l'épaisseur de EP. Ça veut dire que c'est la dalle inférieure au niveau, ou bien l'ourdi inférieur au niveau de la poutre. Alors il faut qu'il varie entre 35 jusqu'à 80 cm en fonction de la porte. Voilà, donc j'essaie d'aller rapidement. Ce que je vous donne là, alors monsieur, là, vous voyez, monsieur, on va monsieur, ah, oui, c'est elle est supérieure à 70, hein, monsieur. comment? Monsieur, Elle supérieure à 70 mètres. Ah,
c'est la portée. Si la Oui, portée elle est supérieure à 70 mètres, vous allez faire le HP différent de HC. C'est clair? oui, monsieur. Et vous allez prendre HP 1 sur 16 jusqu'à 1 sur 18 et le HC 1 sur 30 jusqu'à 1 sur 35. Donc il y a une différence quand même entre le HC et le HP. Ok, C'est monsieur. clair? Oui. Voilà. Alors là je vous donne ça. Moi, c'est un choix que j'ai fait au niveau Alors j'ai pris là deux exemples. Un exemple avec une longueur de portée de 65 mètres, une longueur de portée de 100 mètres. Le deuxième 100 mètres. Et ensuite d'appliquer ce que vous voyez, j'essaie de vérifier les conditions, etc. Je vous donne ça comme un type d'exemple. Alors là, je vais vous remettre jusqu'à ce que ces diapos-là, je vais le mettre dans la conversation tout à l'heure. Bon, je vous remercie bien. Je ne sais pas, est-ce que vous avez réfléchi au groupe des projets ou des mini-projets? Non? Pas encore? Non, monsieur, pas encore, pas encore. Et puis, qu'est-ce que vous attendez? Celui-là, il est là. Monsieur, moi, je prends le logiciel, hein, monsieur, je t'ai dit ça. Alors, moi je vous propose. Les gens, ils peuvent se grouper en binôme. Alors, celui qui n'a pas de logiciel, il pourra trouver qu'il y a le logiciel à la piste, qu'il y a le logiciel piste, pour pouvoir faire, disons, lors de la période de confinement, bon, vous allez essayer de vous communiquer par téléphone, par WhatsApp, essayer d'utiliser n'importe quel moyen, de toutes les manières, pour essayer de des solutions, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Et puis, il y a quelqu'un qui va travailler sur le logiciel. Bon, ça, si vous voulez, ce sont des solutions qu'on peut apporter toujours pour faire le travail. Mais monsieur, Moi, dans tous les cas واحد اللي غادي dans tous les cas واحد اللي غادي يخدم. كيف انت شنو غادي دير؟ انت مع واحد ما عنده لوجيسيال، انت ما عندكش لوجيسيال. مسيو اللي عنده دابا لوجيسيال وما عندوش بي سي مسيو. Alors regardez bien. Moi je vais pas trop disons trop détailler les questions-réponses, etc. Je sais que d'avance on va pas sortir avec un résultat. D'avance je sais. Parce que lorsqu'on va vous demander votre avis, etc., je sais que ça, si vous voulez, c'est à travers mon expérience. Oui. مسيو بخصوص بالنسبه لي لوجيسيال ما تنتبعوش زعما ما كنقدوش نسويفيو له. مسيو راه في لا دوزيام سيونس غادي ندوي على هادشي مسيو، راه امين راه الديليغي غادي يدوي مسيو على هادشي، ما بغيناش ندوي دابا في Alors regardez بالنسبه للبون راه غادي نعطيكم ان بروجي في البون. ما تقولش لي اللوجيسيال هنا. البون تكالكلو عا بيديكم. صافي. مشكلة مسيو، الكالكول بليد ماشي مشكل. مشات هاديك المشكل. Alors je vais vous donner واعطوني la liste ديال les groupes ديال البون. Deux personnes au maximum. Une personne ou la deux.